Bonjour à tous. Alors, en quoi est-ce que c'est important de créer la confiance pour lancer une nouvelle catégorie de produits? C'est ce qu'on va voir ensemble à présent. Je suis Émilie Abel, je suis cofondatrice d'Imagination Machine, un startup studio qui met l'impact au cœur de son ambition. Et j'ai le plaisir de discuter cet après-midi avec Kevan Nilfort-Rouchan, qui est le cofondateur de Virgile. Alors, Kevan, tu as dirigé pendant une quinzaine d'années des entreprises innovantes, notamment One Fine Stay, donc de la location touristique haut de gamme, qui a été rachetée par le groupe Accor. Tu as dirigé Next Stage, le leader français du Cap Développement. Et en 2019, tu décides avec ta cofondatrice Saskia de lancer Virgile. Alors, l'objectif de Virgile, c'est quoi? C'est de venir en aide aux jeunes urbains qui veulent acheter, qui veulent devenir propriétaires, et vous apporter du capital à ces primo-accédants pour qu'ils deviennent propriétaires et vous devenez copropriétaires. Et c'est une relation sur le long terme, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est une relation qui est destinée à durer au moins une dizaine d'années. Comment vous faites ça? Vous le faites en ayant à cœur de démontrer que l'entreprise, c'est plus une institution créative qu'une institution financière et que ça relève, et ce sont les mots que tu as utilisés, que ça relève plus d'un tableau que d'un tableur. C'est une super expression et on va revenir là-dessus. Quand je t'ai demandé de me parler d'un peu de toi, tu m'as dit avoir un biais infiniment plus littéraire qu'une majorité des gens, et je l'imagine bien quand on intitule sa boîte en s'inspirant de la Divine Comédie. Et tu m'as dit que la vie pour toi, c'est une aventure à vivre. Et pas une épreuve à tolérer, qui est une maxime que je trouve assez géniale. On a 30 minutes ensemble pour essayer de comprendre comment cette maxime-là, elle est fondamentale et elle impose de mettre la confiance au cœur de sa proposition de valeur. Alors, je te propose qu'on démarre là-dessus. Et je te propose qu'on se concentre tout de suite sur le thème global de cette journée, 0 à 1. Le passage de 0 à 1 pour un entrepreneur, dans son parcours de vie. Pour toi, ça t'inspire quoi? Alors, ravi d'échanger avec toi sur ce sujet et merci beaucoup pour cette question. C'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à beaucoup m'agacer parce que quand je lis les récits des grandes histoires entrepreneuriales, je pense qu'il y a une sorte de trauma qui fait que l'entrepreneur oublie un peu tout ce qu'il a vécu au début. Et il raconte ça comme une longue succession de choses qui étaient naturelles les unes après les autres, un peu comme dans un entretien, on explique que toute notre vie a mené à ce moment-là. Et la réalité, c'est que non, en fait, quasiment toujours, et pour connaître certaines de ces histoires de près, le 0 à 1, c'était la partie la plus difficile, c'est la partie où on est persuadé que ça marchera pas. Et à chaque fois qu'on dit que c'est facile et que ça se passe tout seul, il y a un entrepreneur qui est en train de, en fait, bien réussir et qui se dit, mais moi, je suis en train de mettre des mois et je galère, et lui, là, fait sa levée de fonds en 3 semaines. Est-ce que je suis mauvais? Est-ce que ma boîte est mauvaise? Est-ce que c'est désespéré? Il y avait ce moment où le fondateur de Spotify était furieux parce que toute la presse disait Spotify, c'est un succès instantané. Parce que dès le début, il a eu plein d'utilisateurs, alors que le gars, il a passé des années de sa vie à négocier des accords avec des majors qui voulaient pas en négocier. Et donc, moi, comme tu le disais, j'en suis à ma 3e entreprise. La numéro 2 et la numéro 3, je me suis vraiment sérieusement demandé est-ce que ça vaudrait pas le coup peut-être de reprendre quelque chose plutôt que de recommencer à zéro et de subir en fait toute cette phase initiale. Et au final, le facteur qui a fait que je me suis dit non, je recommence à zéro, c'était si je reprends quelque chose, je vais reprendre toute la culture d'entreprise potentiellement dégueulasse de ce que j'ai repris, alors qu'en écrivant à zéro, j'ai une page blanche et je peux peindre quelque chose qui me correspond plus. Et c'était vraiment ça le facteur déterminant pour moi. Et dans les expériences les différentes expériences que tu as eues, que ce soit Virgile, mais les précédentes aussi, comment est-ce que tu as conçu la confiance justement à chacune des étapes? Est-ce qu'il y a des moments où tu l'as perdue? Et si oui, comment est-ce que tu l'as restaurée? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, bien entendu. Alors, j'ai eu vraiment 2 phases assez différentes dans cette vie. La première entreprise que j'ai montée, c'était un fonds d'investissement qui s'appelait Next Stage. Donc, c'était un monde assez dur, assez financier, avec une culture d'entreprise d'ailleurs assez dure, parce que quand on gère un fonds, en fait, pour une personne qui est dans la boîte, il y en a 100 autres qui veulent travailler au même endroit. Et donc, une culture pas mal basée sur une certaine vision de l'entreprise. Passant de là et sortant pour aller dans l'entreprise suivante, j'ai eu une sorte de grosse bascule qui m'a fait me dire, mais en fait, le côté intéressant de l'entreprise, c'est l'humain et le management humain.
Et donc, je suis allé à l'extrême opposé de ce que pourrait être un fonds d'investissement. Je suis allé dans une entreprise où ce qu'on faisait, c'est qu'on gérait des femmes de ménage qui allaient dans des appartements pour les préparer et les transformer en hôtels. Et donc là, en termes de management, c'est pas exactement la même chose. Sauf que dans un cas comme dans l'autre, et j'avais un peu la même clientèle, qu'est-ce qui se passe? Dans le premier cas, le client nous confie son argent. Et ça nécessite quand même un niveau de confiance qui est hors norme. Dans le deuxième, c'est pire que ça, il nous confie son appartement. Et donc, on demandait à des propriétaires de résidence principale, quelqu'un qui a un hôtel particulier à Paris, qui clairement n'a pas besoin d'argent, de nous confier son hôtel particulier pour qu'on y accueille des touristes, pour gagner un petit peu d'argent en plus dont il pourrait très bien se passer. Et là, c'est le truc où s'il n'a pas une confiance absolue en toi, c'est perdu. Donc, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu peux pas vivre sans faire des erreurs parce que t'en fais tout le temps. Et à un moment, forcément, il y a un truc catastrophique qui se passe chez lui et tu peux pas le prévoir. Et tout est dans la manière dont tu récupères de la catastrophe qui a eu lieu. Et quand les jeunes ont fait une soirée chez lui et que le lendemain matin, il revient à Paris et tu es là, et c'est toi qui l'accueilles et que tu lui expliques comment tu vas tout remettre en état, t'as un niveau de confiance qui fait qu'il continue à te recommander des amis alors même que son salon s'est fait défoncer. Alors, si on se focalise un peu plus sur Virgile maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer la différence fondamentale de Virgile, ce qui fait votre identité pour toi? Comment est-ce que tu le définirais? Et peut-être nous rappeler un tout petit peu plus, revenir un peu sur la genèse de ce nom-là, la référence. Oui, en fait, mon associé Saskia et moi, on travaillait déjà ensemble dès le début de One Fine Stay. Donc, on a créé Virgile. On avait passé 5 ans à travailler ensemble et on considérait tous les deux ces 5 années-là comme des années extraordinaires parce qu'on était entouré d'une équipe extraordinaire et aussi que ça avait mis en place en fait une sorte d'ambiance qui fait que tout le monde voulait se dépasser. On a eu un constat qui était aujourd'hui, si tu es jeune diplômé, que tu as envie d'avoir beaucoup d'ambition et de vraiment avoir un impact sur le monde, en même temps que tu as envie d'être entouré de gens super smart dans un environnement exigeant, il n'y a pas beaucoup d'options qui s'offrent à toi. Soit tu vas au hasard chez McKinsey, tu es entouré des gens les plus smart de la planète et tu fais des slides pour expliquer comment rendre des Américains accros à des opiacés et gérer le sujet média de communiquer sur les overdoses. Et en plus, ça, c'est une histoire vraie. Soit tu te dis, je veux pas faire ça, et le modèle qu'on te propose, c'est d'aller dans une ONG où tu gères beaucoup de bénévoles, c'est dur d'être exigeant et l'environnement est un peu différent. Et on s'est dit, en fait, qu'est-ce qu'on peut créer comme refuge pour les gens comme nous qui veulent le meilleur des deux mondes, donc avoir un impact fort sur le monde en étant entouré de gens smart. Et ça, c'était la base de la réflexion de Virgile, et tout le reste en découle en fait. Donc on s'est dit, les gens smart, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour chaque sujet, il y a quelqu'un qui est, on a emprunté le concept Apple de directly responsible individual, quelqu'un qui est directement responsable de prendre les décisions. S'il est directement responsable de prendre les décisions, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'information. Pour savoir en fait qu'est-ce qui se passe là-dedans. S'il veut de l'information, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la transparence. On met tout ça bout à bout et on crée quelque part une organisation fonctionnelle, mais il y a un élément qui manque et cet élément-là, c'est le client. Et là, j'ai été super marqué par une phrase de James Autry que j'avais lue qui était il faut que le CEO serve son équipe de la manière dont il voudrait que son équipe serve le client. Et c'est ça ce qu'on a mis en place, c'était de se dire en fait comment tu organises un organigramme vers le bas où la demi-heure que tu passes avec quelqu'un dans ton équipe n'est pas consacrée à explique-moi ce que tu as fait la semaine dernière, mais plutôt à comment je pourrais t'aider. Et rien que cette petit switch qui semble n'être rien du tout change tout en fait dans la relation de confiance que tu crées. Et vous avez ritualisé ça? Comment est-ce que ça s'organise au quotidien dans l'entreprise? Ah, tu as plein de rituels, c'est-à-dire que chaque semaine, en fait, chacun de nos managers va passer du temps en one-one. Alors, il y a plein d'anglicismes, chez nous, désolé pour ça. En one-one, donc c'est-à-dire en réunion à deux avec chaque membre de son équipe. Cette réunion-là est une réunion où on dédramatise le feedback, qu'on aime bien appeler, parce qu'on est prétentieux, du feed-forward. C'est des choses qu'on voudra faire différemment dans le futur plutôt que des choses qui se sont mal passées dans le passé. On passe pas mal de temps à échanger aussi autour de certaines valeurs d'entreprise qu'on a formalisées. Et un événement qui est super important, c'est qu'une fois par semaine, les fondateurs ont une réunion. Alors, je suis désolé, je me rends compte du nombre d'anglicismes, un wrap-up le jeudi soir, où on fait le bilan de la semaine et surtout, et ça c'est le truc le plus important, n'importe qui peut poser des questions, soit en direct pendant la réunion, et ça c'est génial, soit de manière pas anonyme mais intermédiaire en écrivant à un membre de l'équipe qui centralise les questions et nous les pose
en enlevant le nom de la personne qui l'a posé. Et ça, c'est un truc où, quand en tant que CEO, une fois par semaine, je me lève et il y a toute l'équipe qui peut me poser des questions, et aussi j'ai fait un truc dans la semaine où j'étais pas en cohérence avec ce que je dis, je sais que je vais me prendre la question parce que on a une de nos valeurs d'entreprise qui est le devoir du désaccord, qui est le truc qu'on a emprunté chez McKinsey, ils ont pas tout faux. Et là, je sais que j'ai des grandes gueules qui vont me le dire, et ben là, à ce moment-là, ça ritualise le fait qu'on est en cohérence avec nos valeurs. Dans ces valeurs, il y a aussi la générosité. Et je crois que vous avez monté un média. C'est une forme de générosité. Tu nous en parles un peu? Ah oui, totalement. En fait, le client type de Virgile, souvent, c'est la première génération de sa famille à avoir atteint un certain niveau de réussite, qui fait qu'il va acheter un appartement à Paris, mais probablement, mon client moyen à 33 ans, qui gagne déjà plus que ce que ses parents gagnaient. On a beaucoup de gens, en fait, qui sont des purs fruits de la méritocratie à la française, où c'est la première génération à avoir fait une grande école, c'est la première génération à bien gagner sa vie. Et on s'est rendu compte, et je m'en suis rendu compte aussi, parce que et moi et mon associé, on est enfants de réfugiés, on s'est rendu compte qu'en fait, on leur apporte l'apport initial que leurs parents pourraient leur apporter pour leur aider à acheter un appartement. On leur apporte 50 000, 100 000 euros, mais que ça suffit pas. Que le truc qui leur manque, c'est aussi l'éducation financière, l'accompagnement, et que ça, c'est une énorme partie de ce qu'ils viennent chercher chez nous. Et comment est-ce qu'on peut offrir ça non plus aux quelques personnes qui achètent avec nous, mais à tout le monde? On lance un média d'éducation financière qui s'appelle Spoon, S-P-O-U-N-E, et qui est la petite cuillère en argent que tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir, et qui 2 fois par mois va te donner les conseils pour devenir money smart, soit de manière super pratique. Je me marie à 2 et on n'est pas, j'achète à 2 et on n'est pas marié, est-ce que je suis en train de faire l'erreur de ma vie? Soit de manière parfois plus théorique, comment utiliser la microéconomie pour faire du vélo. Ces deux extrêmes-là, mais dans un cas, comme dans l'autre, en fait, il y a toujours une utilisation de la théorie financière. Et la générosité, c'est qu'on a monté ça en sachant pertinemment qu'il y aurait aucun business model derrière pendant probablement assez longtemps, mais que ça faisait partie de notre mission, entre guillemets, de service public. Et tous ceux qu'on voyait pour rédiger dedans pensaient qu'on allait lancer une newsletter corpo pour dire regardez comme Virgile c'est génial. Mais pendant les 3 premières années, le nom Virgile apparaissait dans la signature juste parce qu'on est obligé de mettre une signature quand on envoie un email. Mais tout le reste, les gens ne savaient même pas que c'était nous. Maintenant, ça s'appelle Spoon by Virgile parce que on a une directrice de la com et qu'elle nous a dit vous êtes complètement idiot de ne pas mettre Virgile. Mais l'acte de générosité, ça a été de ne pas le mettre pendant un bout de temps. Hyper. Si on revient 2 minutes sur l'équipe et sur la façon dont vous incarnez vos valeurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la notion de fraternité d'armes dont on a parlé ensemble? Comment est-ce que les moments difficiles que vous avez vécus ont finalement contribué à renforcer l'équipe? C'est une phrase en fait qui me tient à cœur, qui vient de Saint-Exupéry. Enfin, je pense qu'il l'a pas inventé, mais il l'utilise de manière merveilleuse dans Terre des Hommes en disant on ne se fait pas de nouveaux vieux camarades. Et il en parle au sujet de la mort d'un pilote qu'il a vécu avec lui. C'est un petit peu disproportionné d'utiliser ça dans le monde de l'entreprise, mais je le fais quand même parce qu'en fait, je me suis rendu compte, et c'est là que Saint-Exupéry le décrit très bien, que tous les moments en fait qu'on passe à boire des coups et à célébrer des choses, c'est cool et ça crée du lien, mais quand je regarde les 15 dernières années de ma vie professionnelle, les moments qui sont vraiment inoubliables, c'est les moments où on a été dans la souffrance. Et à un moment où, le moment peut-être qui a déclenché le fait que je me sois associé avec Saskia chez One Fine Stay, on était le 13 novembre, il se passait tout ce qu'on sait autour de nous, et il était 2h du mat, et on était devant un écran en train de se demander comment gérer tous les clients américains paniqués qui étaient en train de nous appeler au milieu de la nuit ou qui allaient nous appeler en se réveillant le lendemain matin, comment gérer tous ceux qui allaient venir dans les semaines qui venaient et on ne savait pas comment aller leur préparer leur appartement et comment communiquer envers eux, comment gérer nos bureaux de Los Angeles, de New York qui recevaient des coups de fil de leurs clients et qui disaient mais qu'est-ce qui se passe à Paris, vous avez l'état d'urgence, comment on fait et ce moment-là et cette nuit-là où on a dû faire face au truc ensemble, hein, en gros un peu toute la nuit. C'est un moment où le lendemain, on se dit, ok, en fait, s'il faut partir à la guerre, il y a des gens où je sais que je pars à la guerre avec eux. Et aujourd'hui encore en recrutement, il y a un peu cette image et c'est un peu déplacé de l'utiliser parce qu'il y a des vraies guerres dans le monde en ce moment et c'est pas du tout sur le même plan. Mais parfois, on sort d'un recrutement en se disant, ok, il est super bien, mais si je dois partir à la guerre, je me sens pas de l'emmener avec moi. Et ça, c'est un truc au sujet autour de la fraternité d'armes. Super.
On peut peut-être se focaliser un peu plus maintenant sur la façon dont dans le business, dans l'opérationnel, on peut mettre cette confiance au cœur. Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu de cette notion d'accès à la propriété? Quelle est ta vision sur le sujet? Oui, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation qui est assez terrifiante. C'est que si je suis jeune aujourd'hui, le jeu de cartes qu'on me donne est totalement faussé. Je rentre dans la vie avec non seulement des parents qui probablement sont devenus propriétaires assez jeunes parce que les prix étaient beaucoup plus faibles et les salaires n'étaient pas tellement plus faibles que ça. Mais en plus de ça, j'ai tout un écosystème autour de moi qui me dit si tu n'arrives pas à être propriétaire, c'est parce que tu es une mauvaise personne, tu bois trop de bière avec tes amis, et c'est à cause de ça qu'à la fin du mois, en fait, tu n'as pas 100 000 euros pour acheter un appartement. Et nous, on regarde les études, et quand on regarde les études, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que le locataire économise en moyenne à la fin du mois 3% de son salaire. 3% du salaire moyen, il faut vraiment vivre multicentenaire pour pouvoir devenir propriétaire un jour donné. Ça ne marche juste pas. L'obstacle numéro 1 à l'accès à la propriété, c'est le loyer, c'est le piège locatif dans lequel on tombe. Et donc je suis absolument convaincu que les locataires, c'est les nouveaux prolétaires. Sauf que on est face à la dernière étape où les prix sont encore au niveau où on peut pousser pour avoir une génération de propriétaires qui vont acheter des appartements, qui vont s'occuper des villes. Parce que moi, je dis personne ne lave une voiture de location. Un quartier de Paris ou de Nantes où il n'y a que des locataires, où il n'y a que des Airbnb, etc., personne n'en a rien à faire que ce quartier-là parte totalement à la dérive. Donc on peut choisir d'avoir un pays fait de propriétaires qui vont arriver à l'âge de la retraite, qui auront un patrimoine, qui auront économisé toute la vie, ou alors se dire, on se dit la location c'est cool, c'est le nouveau mode de vie, et on va avoir juste une génération de gens forcés dans un piège financier, avec des appartements qui, s'ils ne sont pas achetés par des jeunes Français, vont être achetés par des fonds de pension américains parce que eux, ils sont pas bêtes et ils investissent de plus en plus. Et donc, plus on va être productif, plus on va gagner d'argent, plus on va financer les retraites des Américains. Et c'est pas un modèle de société dans lequel je m'identifie plus que ça. Donc, vous twistez le modèle et vous arrivez à créer une relation de confiance exceptionnelle parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a 95% des dossiers que vous présentez aux banquiers qui sont acceptés. Exactement. En fait, l'analyse qu'on a faite, c'est que aujourd'hui, si tu es jeune et que tu veux acheter un appartement, tu es très maltraité, que l'agent immobilier te traite mal parce qu'il y a des chances que tu n'achètes pas, que le courtier te traite mal parce que au final, t'es pas son client le plus riche, et que personne là-dedans n'a un alignement d'intérêt avec toi. L'agent, il veut juste faire une transaction et le courtier, il veut juste en fait que tu obtiennes un crédit, il se moque que tu le rembourses ou pas. Nous, on est investisseurs dans ton appartement. Donc on veut que tu fasses une bonne affaire, parce que si tu perds de l'argent, nous on perd de l'argent, si tu gagnes de l'argent, nous on gagne de l'argent. Donc si l'appartement a un problème, on va s'en rendre compte parce qu'on va l'auditer, on va te le dire. S'il n'est pas en bon prix, on va le savoir. Et si ton dossier de financement a un problème, on le sait, on va pas vouloir te suivre tant que tu n'auras pas résolu ce problème-là. Donc à partir du moment où tout ça est réuni, quand on va présenter ton dossier à la banque, on a 95% de taux de réussite. Donc quelque part, quand on décide de suivre quelqu'un, y compris dans la crise du crédit qu'on a pu traverser, c'est parce qu'on sait que son dossier va aller jusqu'au bout et qu'il va devenir propriétaire avec nous. Et sur le rythme avec lequel vous faites ça, en start-up, on entend parfois dire que il faudrait aller très très vite, quitte à faire un peu de casse au passage. Donc move fast and break things. Est-ce que j'ai compris que c'était quelque chose avec lequel tu n'étais pas aligné du tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Oui, tout à fait. Ce move fast and break things, je crois qu'il vient de Facebook, et en fait, c'est une bonne maxime à avoir de se dire, en fait, on va juste faire des erreurs et c'est pas grave. Et le sous-entendu de ça, d'ailleurs, c'est si quelqu'un a fait une erreur parce qu'il allait trop vite, c'est pas la fin du monde. Il faut pas lui taper dessus. Il faut juste l'encourager à essayer autre chose. Quand ce qu'on est en train de faire, c'est acheter l'appartement où quelqu'un va passer sa vie, le move fast and break things, il ne marche pas. Si je dis à mon client, désolé, finalement, ton appartement, tu vas pas l'avoir parce que j'ai regardé ton dossier trop vite, ou j'ai monté un logiciel qui s'est trompé dans ta capacité de calcul et je t'ai dit que tu pouvais emprunter 400 000 euros, en fait c'est 300. Ça marche pas, en fait, il y a un vrai être humain derrière, c'est pas comme s'il n'arrive pas à se connecter pour poster sa photo sur Instagram. Et donc, chez nous, on a consciemment refusé le move fast and break things. En fait, on a refusé le break things, et donc on se pose la question de comment tu peux bouger vite sans tout casser. Il y a une notion, une de nos valeurs, c'est la féroce urgence. Et donc, comment est-ce qu'on a une féroce urgence sans tout casser?
À un moment donné, quelqu'un va me présenter un plan de ce qu'il aimerait faire en 12 mois. Et la question légitime et logique serait, OK, qu'est-ce que tu peux faire en 12 semaines? Et ça veut pas dire travaille 12 fois plus vite parce que tu vas avoir 12 fois moins de temps. Ça veut dire probablement que si ce que tu me décris, ça prend 12 mois, c'est que tu as été très ambitieux pour la première étape, mais à quoi ça ressemble? Donc, si tu veux aller sur la Lune, c'est cool. Si tu me expliques comment tu vas aller sur le toit de l'immeuble d'à côté, ça t'a déjà rapproché un petit peu de la Lune, et donc comment est-ce qu'on peut faire ça et sécuriser ça? Et après ça, on itère en fait. Et si vraiment ce qu'il faut qu'on fasse, c'est aller sur la Lune et qu'il n'y a pas de point d'étape ou il n'y a pas de point de passage au milieu, bon, bah là, peut-être qu'on va prendre le temps d'y réfléchir. Et dans votre organisation quotidienne en tant qu'équipe, comment ça se traduit? Nous, de manière assez classique, alors on n'a pas d'OKR, contrairement, les gens en parlaient ce matin, c'est pas trop notre sujet. On a plus une version où chaque personne est responsable d'un but, d'une chose qu'il ou elle va délivrer. On passe pas mal de temps sur définir exactement à quoi ressemble le succès. On se donne un horizon de temps qui est toujours de l'ordre de 3 mois, 12 semaines. Et à partir de ça, en fait, le sujet va être de se dire à un moment donné, si je fais ça dans les 12 prochaines semaines, est-ce que c'est suffisamment ambitieux? Est-ce que c'est aligné avec les objectifs de Virgile? Et est-ce que c'est le meilleur usage que je pourrais avoir de mon temps sur les 12 prochaines semaines? On arrive bientôt à la fin et du coup, j'aimerais avoir un peu ton regard sur s'il y a quelque chose que tu devais faire différemment dans Virgile. Si tu regardes un peu les années qui se sont passées, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? C'est une super bonne question et ce qui rend la question difficile, c'est qu'il y a plein d'erreurs qu'on a faites et qu'on ne referait plus. Mais en même temps, je sais pas si on aurait pu apprendre tout ça sans les avoir faites. J'ai pas trop envie de réécrire l'histoire. Je pense qu'on a mis trop de temps là. On a annoncé l'année dernière qu'on ouvrait dans toutes les grandes villes de France. On a probablement mis trop de temps à faire ça. On a surestimé la difficulté de le faire. On a passé un petit peu trop longtemps à Paris. En fait, on s'est rendu compte que on avait l'expertise pour le faire et pour le faire dès le début. Ça, c'est une première chose que j'accélérerais. Je pense qu'en termes de recrutement, on a été extraordinairement attentif sur les premières recrues qu'on a fait. Aujourd'hui, on le regrette pas du tout, mais il nous a fallu du temps pour définir vraiment les valeurs qui comptaient chez nous. Je voulais faire attention à pas transposer les valeurs d'une entreprise de tourisme et d'hôtellerie dans l'immobilier, parce que ça marche plus du tout, mais peut-être qu'en fait, je savais déjà que ce serait à peu près les mêmes que les précédentes. Et d'ailleurs, comment est-ce que tu intègres ces critères de confiance, de générosité et toutes les autres valeurs que vous avez définies dans votre recrutement? Comment est-ce que ça impacte vos process de recrutement? On utilise un process qui s'appelle le top grading, qui est un processus horriblement ennuyeux, consistant à interroger le candidat sur chacune de ses expériences professionnelles avec toujours les mêmes questions. Qu'est-ce que tu as trouvé difficile là-dedans? De quoi es-tu fier? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Comment ton boss de l'époque te noterait? Qu'est-ce qu'il t'aurait demandé de faire mieux ou moins bien? On arrive à la fin de ça avec une vision assez claire de si la personne est douée pour gérer des problèmes inédits et sera un bon opérateur, un bon technicien et saura délivrer. Je passe ou mon associé passe à la fin pour poser des questions autour des valeurs. Et autour des valeurs, c'est quoi? C'est le courage par-dessus le confort, ce qui est une valeur d'intégrité, c'est la ferrosurgence, c'est le fait que les gens soient ce qu'on appelle des hérésiarques, c'est-à-dire qu'ils soient prêts à être en désaccord. On les teste spécifiquement sur les moments où ils ont démontré ce genre de choses dans le passé, et on essaye de voir, parce que mon expérience, c'est que sur les méthodes de travail, les gens arrivent à s'adapter. Si je passe d'une boîte où la culture est orale à une boîte comme nous où la culture est écrite, peut-être que c'est pas mon mode naturel, mais en fait, je vais m'adapter. Sur les valeurs, si je passe d'une entreprise qui valorise le fait d'être dans le consensus à une entreprise qui valorise le fait d'être dans le courage relationnel, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'adapter et je vais être vraiment malheureux. Donc, on essaie de s'assurer que les gens sont dans la bonne démarche à ce moment-là. Il y a aussi autre truc qui est marrant, c'est que au tout premier entretien, on demande au candidat pourquoi tu veux rejoindre Virgile.
Et en général, on a des réponses qui sont pas très convaincantes. Au tout dernier entretien, je pose la même question. Et si après un certain nombre d'entretiens, parfois une étude de cas, tout ça, il n'a toujours pas une réponse convaincante sur pourquoi il veut nous rejoindre, ça c'est un des rares trucs qui est vraiment absolument rédhibitoire chez nous. Génial. Donc le passage, on a évoqué le passage de 0 à 1, le passage de 1 à 100 pour Virgile, c'est quoi? Ah, c'est super intéressant pour nous en ce moment. Alors, clairement, c'est intéressant de piloter une entreprise dont le sujet, c'est d'acheter des appartements dans les grandes villes de France à un moment où on a le sentiment que plus personne ne veut acheter d'appartements. Moi, la manière dont je le vois, c'est il y a rarement eu de moments aussi propices justement pour se lancer sur ce marché-là, parce que pour une fois, il y a un an, en fait, on disait à nos clients, tu visites le truc, s'il te plaît, tu fais une offre, tu la fais au prix et tu ne réfléchis même pas à deux fois. Aujourd'hui, on les accompagne dans la négociation et on leur fait gagner au pire 5%, ou au mieux, c'est aller jusqu'à 22% sur le prix d'acquisition. Et donc tout le sujet pour moi, c'est de se dire, il y a une accélération forte qui va arriver sur le marché dans les mois qui viennent, et ça va être le moment pour que les jeunes achètent ces appartements-là, parce que je sais que pour le coup, la concurrence va revenir assez rapidement quand notamment les investisseurs institutionnels se diront que c'est le moment de se reconstituer un parc d'appartements résidentiels. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on est dans l'immobilier, mais on ne se définit pas comme une boîte immobilière. On se définit comme une boîte dont le rôle est de donner un meilleur sort à la génération suivante, et dont le rôle est de faire que la génération suivante sorte un peu du stress financier permanent dans lequel elle a grandi, de toujours se demander d'abord comment est-ce que je vais finir le mois, ensuite qu'est-ce qui se passe si je perds mon job, ensuite ok, je peux survivre quelques mois si je perds mon job, mais comment est-ce que je fais ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui se passe si j'ai un imprévu. Et donc, les étapes suivantes de notre développement, dont on va bientôt parler, sont plus autour de cette cible-là et de mieux l'aider que de juste simplement se développer sur des sujets immobiliers. On retrouve la maxime que tu évoquais tout à l'heure, de faire de la vie une aventure à vivre et pas une épreuve à tolérer. Bravo. Bravo pour cette philosophie. Je crois que en termes de timing, on est bien. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? J'espère quand même. Pas de questions. Moi, j'en ai d'autres. Est-ce que t'as avec cette dernière expérience d'entrepreneur, Virgile, la plus récente, est-ce qu'il y a tu as mené cette expérience en ayant un passé d'investisseur, et ça a probablement beaucoup impacté le modèle de Virgile. Est-ce qu'il y a des choses que tu as fait en tant que jeune entrepreneur, des modèles ou des inspirations que tu as eues en tant que jeune entrepreneur qui ont beaucoup changé dans cette dernière édition avec Virgile? Est-ce qu'il y a des choses qui fondamentalement ont évolué beaucoup pour toi en tant qu'entrepreneur à travers toutes ces expériences? Je pense qu'il y a... Alors, ma période de financier, c'était entre 2002 et 2011. Et c'est marrant parce que après cette période-là, tout a pas mal changé. À l'époque, on faisait du capital risque et ça n'existait quasiment pas. Et c'était les débuts du capital développement en France. Et on parlait du LBO, mais c'était pas du tout connu comme ça l'est aujourd'hui. Et donc, c'est marrant parce que toutes les entreprises que je voyais à l'époque étaient un petit peu dans un cadre où une belle sortie, une sortie inespérée, c'est une sortie autour de 50 millions d'euros de valeur de revente de l'entreprise. Et il y a un moment où les gens ont commencé à se dire, en fait, peut-être qu'il y a des boîtes françaises qui vont se vendre pour 1 milliard. Et ce qui n'était pas du tout le mode de réflexion. Ça a beaucoup changé la relation à l'argent que peut avoir l'écosystème français. De manière assez bizarre, on fait pas forcément plus alors qu'on a beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire que les coûts de beaucoup de choses, en fait, tout l'écosystème des prestataires pour les startups, tout ça, s'est créé dans ces 10 dernières années. Et en fait, il y a beaucoup de choses où à l'époque on se débrouillait de certaines manières qui n'existent plus de la même manière et où il faut aller payer beaucoup plus d'argent. À commencer d'ailleurs par l'immobilier, les locaux, un petit peu tout ce genre de choses, mais même derrière tout ce qui est conseil, prestataires et compagnie. L'autre chose peut-être qui a assez fortement changé, la relation au travail est
Enfin, je mets de côté un petit peu la partie baby-foot et compagnie, mais qui est pas vraiment un de nos sujets. Ce que les gens viennent chercher dans leur travail n'a rien à voir aujourd'hui. Il y a eu la phase où les gens de toute façon n'allaient pas en start-up, puis il y a eu la phase où ils y allaient parce que c'était cool. Ça, c'était les 3-4 dernières années où des promotions entières ils sont allés sans trop savoir ce qu'ils allaient chercher. Aujourd'hui, je retrouve des gens qui y vont en réponse à un modèle de grande entreprise où ils ne se retrouvent pas parce que leur voix ne se fait pas entendre. Et ça, je suis vraiment très content de voir ça. Merci beaucoup, Kevin. C'est à toi. Merci à tous.